Alors, nous allons, sous forme de respiration un petit peu, vous laisser la parole, à savoir il y a peut-être quelques questions de la part de certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent un petit peu plus de précision? On peut avoir 2 ou 3 questions si vous le souhaitez. Oui. Merci. Oui, j'avais une question à poser suite à l'expérience de Trouville-sur-Mer, à savoir donc, si un bilan financier a été fait donc, sur cette reconversion, faut dire, donc, du ramassage des ordures ménagères et travaux divers. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Un grand merci. Alors, bien sûr, un bilan financier a été fait, d'abord parce qu'on a traversé une période d'élection. Quand vous travaillez sur une période d'élection, vous avez des oppositions qui expliquent que tout ce que vous faites coûte à peu près cher et que c'est pas très efficient. Donc on a rendu une étude. En fait, à chaque fois que vous comparez un ramassage hippomobile avec avec un camion ou avec un véhicule à moteur, l'hippomobile arrive en tête de ce coût de fonctionnement. Les seules variables, si vous êtes élu, vous allez vite comprendre, c'est le personnel. Si par exemple aujourd'hui vous mettez un agent avec une petite voiture électrique qui ramasse une vingtaine de poubelles ou une centaine de poubelles dans la matinée, et qu'ensuite, pour des raisons de sécurité indispensables, vous mettez 2 agents qui, un mène le cheval et l'autre vide les petites poubelles, immanquablement, le rapport là est en défaveur du cheval. Mais il n'est pas en défaveur du cheval parce qu'il y a un cheval, il est en défaveur du cheval parce qu'on a décidé de le faire à 2. Très souvent dans les communes, et c'est pour ça que je vous invite tous à réinterroger votre commune, celle que vous gérez ou celle dans laquelle vous habitez, très souvent dans les communes, les gens sont déjà 2. C'est-à-dire que quand on fait une action, on envoie très rarement des travailleurs isolés, et ça arrive bien sûr, mais très rarement des travailleurs isolés. Donc, ce qu'il va falloir comparer, c'est le coût d'achat du matériel, le coût d'achat du cheval, et surtout quelque chose de très important, qui est la notion de temps de vie du matériel. Je m'explique. Dans une commune, quand vous achetez 5 camions, on va prendre du plus petit au plus grand, ce qui va compter, c'est pas l'année d'achat, ni le nombre de kilomètres, c'est souvent le temps d'utilisation. Un tracteur, on parle comme ça, on parle en heures d'utilisation. Et à partir du moment où vous avez mis une action hippomobile en marche et qu'elle a allégé le temps de fonctionnement du camion, vous économisez aussi sur la durée de vie du camion ou du véhicule, et donc sur sa consommation, et donc sur son coût de revient. Donc quand on prend tous ces critères-là, et immanquablement, et là on peut vous envoyer des études, on a évidemment des données sur ce coup-là, ça coûte toujours moins cher, et en fonctionnement et en investissement, à l'exception du nombre d'agents. Si vous avez 2 agents à la place d'un, évidemment, là ça plombe vite le dossier. Mais dans les communes, quand vous avez des agents, on en a beaucoup, pour certaines communes, c'est très facile aussi de réemployer un agent dans certaines missions et qui viennent accompagner son collègue. Croyez-moi, quand vous demandez à un cantonnier de prêter la main au transport hippomobile le mardi matin, c'est la meilleure matinée de sa semaine. Il est tout à fait content d'aller s'associer et que le cheval le mercredi soit dans un autre quartier pour faire des choses lourdes, et c'est un autre cantonnier qui s'associe. Chez nous, les gens font la tête quand je ne les fais pas travailler le dimanche. S'il y a une animation le dimanche et que je prends 2 des 4, les 2 autres boudent un peu en me disant quand même dimanche, c'était pas moi qui travaillais. Donc ça, c'est toujours aussi très valorisant pour nous. Je ne peux pas vous donner des chiffres très précis comme ça, mais bon, on peut vous les transmettre évidemment par un dossier. En tous les cas, croyez-moi, l'impact économique est prouvé, éprouvé, démontré depuis de nombreuses années maintenant. Merci. Une autre question? Alors, moi, j'avais une question par rapport à la densité, parce que là, je vois bien que donc c'est dans plutôt dans des villes, en tout cas dans des villages denses. Est-ce que vous avez des expériences les uns ou les autres dans des plus petits villages? Je pense effectivement, je suis sur un village avec beaucoup de routes, et j'ai bien sûr pensé à utiliser le cheval pour le ramassage, par exemple. Mais voilà, donc est-ce qu'il y a des expériences? Alors, en tête comme ça, moi j'ai pas d'expérience. Par contre, on avait fait une étude qui visait à montrer qu'en dessous d'un certain nombre d'habitants, effectivement, l'efficacité, la rentabilité n'était pas forcément au rendez-vous, mais dans ce cas-là, nous, ce qu'on préconise, c'est le regroupement, en fait, c'est le regroupement des communes, enfin, en tout cas, c'est l'utilisation, alors soit d'un prestataire, du coup, qui va venir faire des contrats ponctuellement, mais qui pourra aussi,
en faire dans la commune d'à côté, ou alors le fait que les villages se regroupent pour pouvoir acquérir un cheval et le service nécessaire, de manière à ce que le cheval ne soit pas utile qu'à un seul village, parce que justement à un moment c'est trop petit, mais qu'on puisse avoir un regroupement de villages associés, de manière à ce que le cheval soit cheval en fait d'un regroupement de villages et qu'il puisse intervenir à l'intérieur du regroupement de villages et non pas dans un seul village. Ou alors, donc ça c'est une manière de voir les choses, si on veut donner au cheval une seule tâche. Par contre, si on veut un cheval polyvalent, dans ce cas-là, on investira peut-être un peu plus dans différents types de matériel, parce qu'un matériel ne peut pas forcément tout faire, et auquel cas, on essaiera de donner un maximum d'utilisation possible au cheval pour que le cheval puisse être rentable. Mais on peut éventuellement chercher des expériences qui auraient été faites et prendre contact avec vous. Ce qu'il va falloir analyser justement, c'est les distances et les charges. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de petites corbeilles proches les unes des autres, dès qu'on fait une mission de cabotage, le cheval est le plus efficient, c'est évident. À partir du moment où la commune est un peu plus petite et que le temps de ramassage de ces corbeilles va prendre que, imaginons, 1h30, 2 heures, après, le temps de démontage, d'installation du cheval peut aussi être pris en compte. S'il faut mettre 25 minutes pour le préparer et 25 minutes pour le dépréparer et en même temps travailler qu'une demi-heure, c'est évidemment pas rentable. C'est rentable au moment où il y a une véritable action dans le temps à faire, mais il faut, comme le dit Marion, le mettre dans la perspective de se dire, si le mardi on fait un peu de visite touristique de la ville, si le mercredi on fait ceci, et puis si le cheval ne sert que 2 jours par semaine, ben c'est exactement comme ça que j'utilise les tronçonneuses à Trouville. J'achète des tronçonneuses et je les utilise que quand j'ai besoin de couper du bois. Pourtant, je prends la meilleure tronçonneuse, je prends la meilleure formation, j'ai le bon diplôme pour le mec qui l'utilise, et je l'utilise que quand j'en ai besoin. Le cheval, il peut faire aussi ça avec grand plaisir en plus, parce qu'après, il reste dans le pré, je peux vous assurer que c'est une infraction à lui tout seul. Une autre ? Oui. Je pense qu'il y a une question toute simple qui était sous la question de madame, c'est combien de kilomètres par jour peut faire un cheval qui tracte une charge ? C'est typiquement le genre de question auquel on ne peut pas répondre de but en blanc. Les paramètres à prendre en compte sont beaucoup trop importants pour vous donner une réponse qui n'aurait pas de sens. Ça dépend de la charge, ça dépend de la pente, ça dépend du nombre de chevaux, ça dépend du nombre d'arrêts qu'il va être obligé de faire, ça dépend de la vitesse moyenne d'avancée. Aujourd'hui, c'est pas pertinent en fait, je pense, de dire qu'à un moment on était tous à dire qu'un cheval de trait pouvait tirer une tonne pendant X heures. Aujourd'hui, c'est pas une donnée pertinente. La donnée, elle va être pertinente quand on verra exactement ce que le cheval aura réellement à faire. Quelque chose qui nous a bien marqué, nous, un moment, quand vous allez arroser le jardinier, le travail du cheval, c'est de transporter 1 tonne d'eau, et au fur et à mesure qu'il progresse dans sa matinée, d'en tirer le moins possible. Quand vous faites de la collecte d'ordures, c'est exactement l'inverse. Donc rien que cette donnée-là de charge change tout. Le cheval, il faut qu'il soit échauffé correctement s'il part avec 1 tonne ou 2 tonnes derrière lui, s'ils sont 2 chevaux. Et si c'est des corbeilles à remplir, on l'échauffe sur le temps de la route, on fait quelques exercices pour que le cheval arrive en ville, en muscle et prêt à travailler. Mais rien que cette donnée-là change tout, de la longueur, alors la chaleur va changer, la pente va changer. C'est pour ça que les études sont préconisées, parce qu'il n'y a pas une commune identique en France, il n'y a pas une commune qui fonctionne pareil, même si on a tous des points communs. Mais dans tous les cas, on retrouve assez vite les collectes de papier, les jardinières, la tonte d'espace, pas un terrain de foot professionnel, hein, mais la tonte d'espace enherbé. Toutes ces choses-là peuvent être faites avec les chevaux de manière efficiente. Si je peux me permettre une petite, ajouter quelques informations, il y a des villes où on était parti sur un certain type de projet. On imaginait certaines utilisations du cheval, et justement, après étude de faisabilité, en prenant en considération les distances, les pentes, on s'est aperçu que ce n'était pas éventuellement très approprié, et on a changé, on est revenu vers d'autres utilisations, d'où l'importance de l'étude préalable. Ça, c'est capital. Une toute petite question encore sur la question des pentes. J'ai vu que vous évoquiez l'assistance électrique pour un certain nombre d'objectifs, hein, le tuyau, le bras déporté, etc. Dans les villes qui ont des pentes importantes, je pense à Nogent-le-Rotrou évidemment, est-ce qu'il y a des assistances électriques aux voitures pour aider le cheval à grimper la côte, ou est-ce que ça n'existe pas? Ça existe peu, mais ça existe.
parce que les Autrichiens et les Suisses, avant nous, utilisaient les chevaux, et ils avaient des parcours un peu pentus. On a vu des avant-trains aujourd'hui qui ont l'assistance électrique. Et là, il y a des débats là-dessus. À quel moment ça se déclenche? Est-ce que c'est le cocher qui déclenche? Est-ce que c'est la traction qui déclenche? Est-ce que c'est le moment où c'est très lourd et ça se déclenche tout seul? On est en pleine évolution. Il faut bien que vous pensiez que le cheval en ville, le cheval au travail en ville, ça a juste 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est donc rien du tout. Aujourd'hui encore, on est en train de se demander, même quand on freine, pourquoi on ne pourrait pas, on récupère l'énergie maintenant sur les roues quand vous descendez, quel frein utiliser, comment. On est vraiment dans ces moments encore expérimentaux. Mais oui, il y a l'assistance électrique qui est en charge. Alors, sur l'assistance électrique, il y avait eu des gros projets qui avaient été faits autour du Mont Canigou, parce qu'effectivement, là, on était réellement dans des grosses pentes avec des attaches à 3 chevaux et des utilisations de moteurs électriques. Et on n'a pas réussi à aboutir à un vrai système de fonctionnement en routine. Aujourd'hui, effectivement, comme le disait Olivier, les projets les plus avancés, a priori, ils sont entre les mains des Suisses et de certains Italiens. Mais c'est pareil, pour l'instant, on en est réellement au stade du prototype. Après, par rapport au fait qu'il y ait des grosses pentes, effectivement, dans nos gens le retrouvent, peut-être qu'à un moment aussi, il faut se dire, et je pense qu'on a été plusieurs à intervenir là-dessus, il ne faut pas vouloir mettre du cheval absolument. Donc peut-être qu'à nos gens, il faut se cantonner à mettre du cheval dans la partie un peu plus basse et pas vouloir le faire monter au château. Parce qu'à un moment, si à un moment c'est trop dangereux, si à un moment on n'a pas les bons outils non plus, il ne faut pas vouloir à tout prix en mettre. Mettons-le correctement à nos gens dans la partie basse, dans la partie vers la gare, le centre-ville, etc. Mais tant pis, ne faisons pas monter au château. Mais par contre, mettons-le en ville quand même. À Trouville, on a commencé comme ça, on a fait dans le centre-ville, et puis assez vite, les habitants du Haut nous ont dit, pourquoi pas nous? On a fini par mettre un autre cheval là-haut. C'est-à-dire qu'en fait, on a des chevaux du bas et un cheval en haut, et le cheval du haut, il fait le haut, et les chevaux du bas, ils font le bas, et ça évite le problème de la pente. Ça nous a pas posé de problème, et comme ça, on a fait des percherons en bas et un cob en haut. Ça, on a fait plaisir à tout le monde d'un coup, c'était parfait. Peut-être une dernière intervention, parce que nous devons avancer. Jean-Baptiste. Alors, donc par rapport, si vous voulez, à toutes vos petites recherches, en 2000, j'ai assisté à Eupen avec Jean-Pierre Denis, avec sa voiture hippomobile, traction animale, monter des pentes avec 3 tonnes. Alors, on va dire, Finlandais, en 2000, ont sorti des porteurs hippomobiles pour chevaux, avec moteur hydraulique, pouvant monter les pentes à 50% avec 3 tonnes. Alors, ceux qui étaient à Le Pen avec moi ont dû la voir, on va voir des photos. Alors, les Finlandais, eux travaillent avec leurs chevaux toute l'année, dans les pentes, dans la neige, et ont des moteurs, si vous voulez, diesel, avec moteur hydraulique qui permettent, si vous voulez, en tout cas, de pouvoir se déplacer avec des charges de plus de 3 tonnes. Donc là, vous avez votre réponse. Merci.